Voilà, bonsoir chers amis. Alors aujourd'hui, un petit cours sympa, pas trop compliqué, sur les procédures diagnostiques. Alors la fois passée, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Ça commence, hein? Ah, d'accord. Parce que je ne sais pas si vous m'écoutez, parce que vous bavardez entre vous. Attention, je prends les noms, hein. Je rigole. Je fais comme Coluche. Donc, je disais, la fois passée, Dominique vous a parlé du bilan vocal. Et donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'observation laryngée. Coucou, bonjour Yoline. Euh, nous allons parler de l'observation laryngée et de la place des examens complémentaires. Donc, comme je vous disais, ça sera moins hard que la dernière fois. Alors, au départ, l'examen laryngé était réalisé au miroir. Alors, ça vous paraît peut-être daté de Mathusalem. C'est vrai, c'est une technique qui est largement obsolète, mais que j'ai pratiquée personnellement parce qu'il y a 30 ans, nous n'avions que cela. Nous n'avions pas de fibroscope. Le fibroscope était à la salle d'opération. On devait prendre rendez-vous pour pouvoir faire un examen laryngé en fibroscopie, alors que maintenant nous avons tous un fibroscope dans notre bureau. Et c'est en fait un examen qui a été inventé par un chanteur, qui est un certain Garcia, au 19e siècle. Et c'est lui qui, le premier, a permis de montrer, de voir les cordes vocales, puisqu'il voulait voir son outil de travail. Donc le principe, c'est comme l'examen avec l'épipharyngoscope. On tire sur la langue du patient, vous voyez qu'il y a une lampe frontale sur le front, et on va diriger le flux lumineux sur le petit miroir qu'on va placer à peu près au niveau de la luette, et on va l'incliner plus ou moins vers le bas pour voir les cordes. Alors cet examen donc est obsolète, mais je sais que par exemple notre collègue Pierre Moreau l'utilise encore de temps en temps pour voir la base de langue, et ça permet, c'est vrai, une bonne observation de la base de langue. Mieux, je pense parfois qu'au fibroscope, et mieux même qu'à l'épipharyngoscope, où là on est trop le nez dessus sur la base de langue. Donc l'examen au miroir peut encore avoir un intérêt même maintenant. Maintenant, les deux examens clés qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la fibroscopie et la vidéostroboscopie. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, la fibroscopie n'est pas couplée à de la stroboscopie, mais ça commence à l'être. Et donc, aujourd'hui, je vous montrerai un petit film fait par un vidéofibroscope chez nous. Donc, probablement que dans quelques années, nous aurons tous des vidéofibrostroboscopes et pas simplement la fibroscopie en lumière blanche comme on l'utilise actuellement, qui est le plus courant. Donc la fibroscopie permet surtout de bien observer les troubles de la mobilité laryngée, la symétrie du mouvement ou son asymétrie. Par contre, les altérations organiques du bord libre des cordes vocales avec nos fibroscopes conventionnels sans stroboscope ne permettent pas de voir des altérations organiques de moins du millimètre. Il faut que ça ait au moins 1 millimètre pour que ce soit franchement visible. On voit tant de fois de faux diagnostics faits en fibroscopie parce qu'on ne voit pas bien, tout simplement. La source de lumière n'est pas bonne, le fibroscope est vieux, il est flou, on ne sait pas le régler pour la vue de l'examinateur. Toutes ces conditions où vous ne voyez pas bien, on ne peut pas faire un diagnostic correct, hein, c'est évident. Alors on ne peut pas apprécier l'oscillation cordale puisque le stroboscope n'est pas relié au fibroscope. La vidéostroboscopie, on peut quand même observer pas mal de troubles de mobilité avec un peu d'habitude, même si la langue est tractée à l'extérieur, hein, dans la compresse. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment les altérations organiques tout à fait discrètes et en particulier intracordales qui vont être vues avec une grande acuité que nous n'aurons pas avec l'examen au fibroscope. Et la vidéostroboscopie, pour citer des problèmes vocaux chroniques, en particulier chez des professionnels, elle est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas vous fonder sur le seul et unique examen fibroscopique. On a vu des patients qui ont été soignés en rééducation orthophonique pour de la papillomatose. On a vu des patients à qui on a dit oui, vous avez des nodules, il faut faire de la rééducation. Les gens n'ont jamais eu de nodules. Ils ont un pseudokyste ou un polype, s'il n'est pas diagnostiqué, eh bien, ils font de la rééducation pour rien. C'est 6 mois perdus,
C'est de l'argent qui est claqué par la sécurité sociale et qui ne sert à rien. Donc, comme pour l'autoscopie, où nous nous évertuons à essayer de bien voir le tympan et d'avoir dans notre tête un plan diagnostique, le manche du marteau, la couleur, la position, la luminosité, c'est le même principe avec les examens cordeaux. Il faut ne rien inventer, être sûr de ce qu'on voit, et la meilleure façon de faire, c'est d'avoir du bon matériel, de répéter l'examen et de décrire ce que l'on voit. Alors la fibro, examen clé devenu routinier, il faut choisir la fosse nasale la plus large. Moi j'utilise toujours un petit spray anesthésiant, je trouve que c'est quand même bien sympathique, et si on me faisait une fibroscopie, j'aimerais autant qu'on me mette un spray dans le nez que de me le faire comme cela. Pour les débutants que vous n'êtes pas, c'est intéressant de placer le majeur ou l'index sur le bout du nez du patient, parce qu'on s'appuie, on suit le mouvement de sa tête, on est en contact avec lui et on aura beaucoup plus de facilité à faire correctement l'examen. Demandez une ventilation nasale durant tout l'examen, puisqu'il faut qu'on passe derrière le voile du palais. Il faut que le patient se tienne droit, il ne faut surtout pas qu'il se mette en hyperextension cervicale. Vous avez tous et toutes vu que c'est compliqué quand ils sont en hyperextension cervicale. Et le passage est le plus souvent possible au niveau du méa moyen, le plus souvent. Maintenant, on peut aussi passer au niveau du méa inférieur en s'appuyant sur le cornet, parce que si on s'appuie sur la cloison, ça fait mal. Tandis que le cornet, c'est mou, ça va se déprimer, même s'il est gonflé, et on peut passer jusqu'à la coane sans trop de difficultés. Alors, vous savez, ça, bien sûr, on examine les fosses nasales, le cavum, le larynx et l'hypopharynx. C'est pas parce qu'on va aller voir le pharynx qu'on ne va pas jeter un œil sur la fosse nasale en passant, observer les bourrelets tubaires, la paroi postérieure du cavum. Et bien sûr, quand on regardera le larynx, on va aussi regarder attentivement les vallicules, la base de langue, les sinus pis, la paroi postérieure pharyngée. Chez les enfants, c'est un examen qui est quand même toujours intrusif. Il faut le faire avec dextérité et gentillesse, parce que si vous le faites chez un enfant en étant brutal, ces gosses parfois ne veulent plus jamais se laisser examiner. Et donc la fibroscopie, la première, est brutale et ratée, on n'a pas de diagnostic. Et puis quand ils viennent dans une consultation où on est tout prêt à prendre tout notre temps pour que ça se passe bien pour le petit bout, ils ne veulent plus du tout se laisser approcher tellement ils ont un mauvais souvenir de la première fois. Alors les indications non urgentes, puisque ici je ne vous parle pas des problèmes de dyspnée, etc. Je vous parle plutôt des dysphonies chroniques chez l'enfant, éventuellement sévères. Le plus important quand c'est une dysphonie sévère, c'est d'éliminer deux gros diagnostics. C'est la papillomatose laryngée. Les palmures, c'est extrêmement rare, mais la papillomatose, c'est pas si rare que ça. On en a, donc il faut pouvoir quand même voir ce que l'on doit voir. L'obstruction nasale, moi j'utilise fréquemment le fibroscope pour voir les végétations dans le fond du nez des petits. Quand je sais, je regarde si le nez est suffisamment large, je choisis la fosse nasale la plus large, je mets un spray anesthésiant et j'essaie d'avancer tout doucement pour essayer de voir la hauteur des végétations au niveau du cavum, si c'est la moitié de la hauteur, le quart de la hauteur, toute la hauteur, en essayant, pas nécessairement en allant jusqu'au fond, mais en devinant la coane dans le fond du nez. Alors, un petit examen, j'espère que le film va marcher, oui. Donc on voit très bien effectivement que le fibroscope se dirige au niveau du méa moyen, et puis il va plonger derrière le voile du palais, on voit l'orifice tubaire, on voit la racine de l'aluette, et puis on va voir le larynx en bas. C'est un petit film que j'ai repiqué sur internet pour une fois, plutôt que d'utiliser un film à moi. Alors, quelles sont les épreuves que vous pouvez faire en fibroscopie? C'est la ventilation calme, la phonation, comme ici, les deux cordes qui viennent l'une près de l'autre. Il faut privilégier le son I, en voix modale et en voix de tête. Et alors, une épreuve que vous connaissez déjà, pour m'avoir souvent entendu le dire, c'est ceci, c'est faire renifler le patient et puis faire I. Donc, je vais repasser le petit film. Quand le patient sniffe, on va entraîner en fait une abduction forcée, vive, des deux aryténoïdes. Voilà, Rémi. J'ai commencé, Rémi, mais c'était fibroscopie, c'est pas
pas des trucs aussi compliqués que la fois passée. Et puis on alterne donc le SNIF qui donne une abduction forcée avec le I qui donne un accolement cordal et une mise en position phonatoire. Alors on peut aussi leur demander de parler en spontané, on peut aussi leur demander de faire semblant de rire, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, parce que quand ils rient, vous avez une adduction rapide, successive, qui permet de voir très bien, en tout cas de voir s'il y a une asymétrie de réalisation du mouvement. Le rire, c'est encore quelque chose que j'aime bien faire. Ils ont du mal, hein, parce qu'ils ont le fibroscope dans le nez, ils n'ont pas du tout envie de rigoler, mais il faut essayer de leur faire faire. Alors, dans la fibro, il faut essayer d'apprécier la rectitude du bord libre, la couleur de la corde, si les deux cordes sont symétriques ou pas, la qualité et la symétrie des mouvements réalisés. Est-ce que l'abduction vous paraît normale, c'est-à-dire d'ampleur normale? Est-ce qu'elles vont jusqu'au bout? Ou bien est-ce que vous avez une abduction limitée qui pourrait représenter peut-être 50% de ce qui est dans votre tête une abduction normale? Voir s'il y a des sécrétions, il y en a toujours dans l'endolarynx, en petite quantité, des petits glaires blancs, peu abondants, 1 ou 2 gouttelettes par bord libre, c'est banal. La présence de signes de reflux, l'hyperplasie de la commissure postérieure, la rougeur des arythénoïdes, des ulcérations ou des granulomes. En ce qui concerne les sécrétions, vous le savez, mais je le redis, les cordes secrètent du mucus via des glandes situées au niveau de la lèvre inférieure de chaque corde, des glandes muqueuses que nous possédons tous, qui servent à lubrifier en continu nos cordes vocales durant toutes les tâches qu'elles doivent réaliser, les mouvements statiques et bien sûr la phonation. Alors, beaucoup de patients vous disent « oui, mais j'ai des sécrétions de mon nez, et ça va dans mes cordes vocales », c'est tout à fait impossible, hein, nous le savons tous, rien n'entre dans le larynx. À part des gens qui ont des troubles de sensibilité laryngée, les sécrétions nasales ne peuvent pas entrer dans le larynx de quelqu'un. C'est pas possible, puisque le larynx n'accepte aucune pénétration, que ce soit une gouttelette de salive ou du mucus venant de votre nez. Si vous avez des gros glaires intralaryngés, c'est qu'ils viennent du larynx ou de plus bas. Ou ce sont des patients qui ont des troubles de sensibilité où effectivement la margelle laryngée ne sent pas qu'il y a des sécrétions venant du haut et qui vont éventuellement pénétrer de façon accidentelle dans l'endolarynx. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez très bien. Alors, dans la fibroscopie, dans les dossiers, je trouve que c'est bien d'essayer de décrire au mieux ce que l'on voit. Ne pas utiliser un terme générique du style nodule, gauche ou droit. On n'est pas sûr que c'est un nodule en fibroscopie. On doit dire, voilà, je vois une petite voussure du tiers antérieur, du tiers moyen. Essayer de décrire sa grosseur, si c'est 1 mm, si c'est plus gros. Sa couleur, est-ce que c'est rouge, ce qui pourrait être un polype? Est-ce que c'est translucide? Est-ce que c'est jaune, ce qui pourrait être un kyste? Est-ce que c'est rosé, ce qui pourrait être un papillome? Donc, je crois que décrire ce qu'on voit pour que ce soit dans le dossier, c'est toujours mieux pour celui qui passe après, qui essaie de se faire une idée de ce qui a été vu la première fois à partir du moment où on n'a pas de photo. Il faut répéter l'examen si on a un doute diagnostique, ou il faut changer de machine. Il faut aller demander le fibroscope du superviseur ou la bonne source de lumière où on verra convenablement. On a tous été dans des conditions d'examen catastrophiques avec un fibroscope mité et des sources de lumière de mauvaise qualité. Sauf bien sûr ici au CHU au Sartillement. Vous êtes tous d'accord avec moi. C'est une blague. Alors, les doutes que l'on peut avoir, ce sont, et je pense à toi Amandine, pour le patient qu'on a vu ensemble par hasard là, dans la salle de soins il y a quelques jours, la symétrie arythénoïdienne, la forme, la position, c'est des choses qu'on voit souvent, en dehors de toute pathologie sous-jacente. Parce que ce que nous voyons, évidemment, la partie haute de l'arythénoïde, c'est le cartilage corniculé qui a toutes sortes de formes. Il est parfois un peu penché. J'ai vu sur de nombreuses années pas mal de patients qui avaient des asymétries physiologiques de position des arythénoïdes qui peut parfois créer un doute. Aurait-il une parésie d'un côté? Aurait-il une ankylose partielle d'un côté?
Alors je crois qu'il faut répéter l'examen, éventuellement se faire aider de la vision d'un superviseur qui a peut-être un peu plus l'habitude pour voir si effectivement ça pourrait être quelque chose de pathologique ou pas. Mais alors on peut aussi être mis en difficulté. Je vais vous montrer un petit film après. Tiens, vous permettez 2 minutes, je vérifie l'ordre de mes... Un petit instant, je vérifie si mon film... si je ne me suis pas trompée de présentation. Ah ben oui, ben c'est pas la bonne. Hein. À mon avis, je vais... on va quitter... Je suis désolée, ça c'est le problème quand on réenregistre les présentations. Je vais repasser sur mon disque externe. Attendez, hein, je vais couper ceci un petit instant parce que c'est plus fun, parce que j'avais mis quelques trucs sympas. Alors, je vais aller voir sur Audica. Les enregistrements de tous ces fichiers, c'est vraiment... on peut avoir des ennuis parfois. Voilà, on sait pas ça. Voilà. Donc, je vais vérifier qu'ici c'est le bon. Si j'ai tout dessus. Et je le relance tout de suite. Ouais, voilà. Normalement, ici, on a ce qu'il faut. Alors, je vais reprendre celui-ci. Alors, une autre situation où on peut avoir un doute, c'est parce que malgré un bon fibroscope, une bonne source de lumière, on a une très mauvaise visualisation des cordes vocales parce qu'il y a du serrage supraglottique des fausses cordes. Je vais vous montrer un film tout de suite après. Et alors, les petites lésions cordales ne peuvent être diagnostiquées correctement, sauf rares exceptions. Alors voilà, j'espère qu'il va tourner. C'est un patient que j'ai vu il y a 2-3 jours. On va avancer un peu. Alors c'est un patient qui a une voix qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas belle, qui a l'air un peu serrée, contractée. Et il a été envoyé par un de chez nous qui a demandé que je le revoie. Alors vous allez voir, c'est pas simple du tout de savoir ce qu'il a, malgré un bon fibroscope. Alors vous voyez l'image, on a des grosses cornes, on a un patient assez réflectique, on a une vision d'un truc un peu blanchâtre là-bas, un truc blanc là aussi, on devine à peine les cordes. Et en phonation, vous voyez, les deux fausses cordes sont complètement serrées l'une contre l'autre en voix modale, on ne sait rien voir du tout. Alors c'est un gars qui boit un peu par moment, qui ne fume pas, qui n'a pas de tabagisme. Mais alors vous voyez comme c'est difficile de voir ce qui se passe au niveau du plan cordal. À part d'énormes fausses cordes, et les choses vont s'éclairer un peu sur la fin de l'examen, parce que je vais lui demander de faire une voix un peu aiguë, et étrangement à ce moment-là il va arriver à décrisper ces fausses cordes, et la petite lésion blanchâtre qu'on voit apparaître parfois là-bas va disparaître. Ici on est toujours en voix modale. Je laisse tourner le film parce que c'est bien, parce qu'on voit l'examen comme il se réalise en vrai. Voilà, il fait une voix modale, et puis il va passer en voix de tête, ici. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on voit la corde vocale sur presque toute la longueur. Attendez, je vais recommencer. Un peu moins bien maintenant. Il faut pouvoir faire des arrêts sur image aussi dans la mesure du possible. Et ce que moi je pense, voilà, vous voyez ici, il fait une voix aiguë. Et alors là, votre larynx a un visage humain.
Tandis que tout ce qu'on a vu avant, on se demandait vraiment bien ce qu'il y avait. Alors, mon idée, je n'ai pas encore le diagnostic précis, je lui ai fait faire un scan laryngé, parce que je pense qu'il a une éversion ventriculaire bilatérale, avec probablement un laryngocèle des deux côtés, de très volumineuses fausses cornes. Et c'est ça qu'on voit tout le temps dans le chemin quand on fait la fibroscopie juste en ventilation calme et quand il est en voie modale. Et c'est pour avoir vu les lésions supraglottiques rentrer dans le ventricule quand il est dans cette voie aiguë que j'ai pensé ça. Comme quoi, parfois, il faut prendre le temps de rester au-dessus, de faire différentes tâches laryngées pour parfois avoir une idée de ce qui peut se passer. Donc même quand on est bien équipé, on est parfois en difficulté. Alors, je voulais vous montrer ceci parce que ceci, c'est une vidéo fibro pour un kyste cordal droit. Alors, le vidéo fibro en stroboscopie, nous ne l'avons pas depuis longtemps, mais vous voyez que ça donne quand même d'assez belles images. Et ce qui se passe souvent, c'est que en fibroscopie, vous voyez, on voit bien le larynx quand le patient respire, les parois laryngées sont détendues, la base de l'antre n'est pas contractée, on peut s'approcher très près. Et on voit bien une petite lésion sous-muqueuse, jaunâtre, un tout petit peu sous-cordal, parce que le bord cordal est ici, et donc c'est probablement un kyste muqueux. C'est unilatéral, c'est jaune et c'est un peu sous-cordal. Alors quand on a déjà dit ça, on a déjà une partie du diagnostic. Mais vous aviez vu l'image juste avant, quand le patient faisait le son, on voit moins bien. Voilà. Pourquoi? Parce que le fibroscope est un peu baladé dans le pharynx du patient qui se met en place pour faire le son. Et donc, il y a des moments, ici on le voit quand même en strobo correctement, mais c'est moins facile je trouve qu'en épipharyngoscopie rigide, mais c'est faisable. Mais c'est pas toujours... Édouard, mais c'est pas toujours très simple en fait à obtenir. Ça va? Voilà. Alors la vidéo strobo endobuccale, c'est un examen avec un épipharyngoscope que vous connaissez bien, qui permet de donner une grosse intensité lumineuse reliée au stroboscope et à la vidéo. C'est bien sûr l'examen clé de la consultation phoniatrique. Alors j'ai mis de façon un peu humble que c'est possible chez les enfants de plus de 10 ans, mais en fait j'en ai déjà examiné à 4 ans, avec un épipharyngoscope rigide en bouche, mais des gosses super détendus, super cool, qui n'avaient pas peur de l'examen, et qui ont fait ça comme pour se jouer de l'histoire. Ça s'est très bien passé. C'est pas toujours faisable. Dès que vous avez un enfant qui se tient un peu comme ça sur la chaise, qui pleure déjà quand on le prend sur le genou de la maman, on n'arrivera souvent jamais à rien. Alors, la vidéostroboscopie, je vais vous expliquer rapidement le principe. C'est un mouvement reconstitué, c'est une illusion d'optique, c'est pas le mouvement vrai fait par les cordes, mais ça nous permet quand même d'apprécier la souplesse de la muqueuse. Le problème de la strobo, c'est qu'on ne peut pas évaluer la parole spontanée. Ce qu'on peut faire éventuellement avec le fibroscope dans le nez, on demande au patient de parler, tandis qu'en stroboscopie, vous ne pouvez pas lui faire bonjour, je m'appelle Camille. Non, il doit toujours faire I. C'est quand même un peu restreint. Alors, il n'y a pas de renseignement valable si on est aphone. S'il n'y a pas de vibration, on ne peut pas voir l'ondulation. La phonation doit durer au moins 2-3 secondes. Si vous avez des gens qui font « et », c'est fini, on n'a jamais le temps d'être assez long que pour observer. J'ai mis peu intéressante en cas de troubles neurogènes, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut voir beaucoup de choses en épipharyngoscopie, mais souvent il faut le compléter par la fibro. Quand on a des gens qui ont des problèmes de mobilité, c'est sympa de leur faire à la fois une épipharyngoscopie pour voir de près, pour pouvoir faire de bons arrêts sur image, et si on n'a pas le vidéofibroscope, on le fait en fibroscopie normale, avec les petites épreuves de tout à l'heure, sniff et, rire, respirer calmement, sans rien faire, parce que vous verrez plein d'asymétries de mouvement dans la ventilation calme. Elle est aussi peu intéressante en cas de troubles neurogènes périphériques, vibration trop instable ou centraux, parce que là on a une nécessité d'évaluer la parole, donc la prosodie, le rythme, etc. Alors le premier stroboscope ressemblait à ça, c'est un Viennois, Hörtel, qui a créé ça en 1878. Alors le principe c'était d'illuminer le corps en mouvement qu'on observait avec une lumière discontinue, une lumière en flash.
Et donc au départ, ce qu'il faisait passer la soupe lumineuse devant un disque qui tournait avec des trous. Et de là, le mot strobos, c'est le disque en grec, et scopéo, c'est j'examine, j'observe. De là, stroboscopie. Alors, ce truc, évidemment, a été amélioré, vous le savez, puisque maintenant on a des caméras plutôt à shutter qui ne sont pas non plus de vrais stroboscopes. Alors, le principe de ceci, si vous avez un corps vibrant, on va plutôt prendre l'exemple du bas, voilà la vibration des cordes vocales, assez rapide, trop rapide pour l'œil humain, puisque tout ce qui va plus vite que 5 cycles par seconde, on ne peut pas le voir. Tout ce qui va plus vite que 5 cycles. Donc, des cordes qui vibrent à 200 cycles secondes pour les femmes et 100 cycles secondes pour les hommes, on les voit juste se fermer et puis on ne voit rien d'autre. Alors, le but du jeu, c'est sur ce corps vibrant mais qu'on ne voit pas, on va mettre des flashs. Les flashs stroboscopiques sont ici, et le principe, c'est qu'on ne verra la corde vocale qu'au moment où le flash est allumé. Sinon, c'est éteint, on ne voit pas. Donc, vous ne verrez que le point d'illumination du flash lumineux. Et on va s'arranger pour que le rythme, l'écart, si vous voulez, entre les éclairs, fasse que les éclairs ne tombent jamais exactement sur le même moment du cycle. Donc, vous avez un éclair qui tombe là, donc on voit ce point-là. Et puis un autre éclair qui suit va tomber un petit peu plus loin sur le cycle, et puis encore un petit peu plus loin sur le cycle, et vous ne verrez jamais que ces éclairs-là, au moment où c'est allumé. Et la fusion rétinienne va faire que nous allons relier les points entre eux, et donc au lieu d'avoir ce mouvement hyper rapide, ce que nous allons voir, nous, c'est tous les points allumés qui sont reliés, et nous allons voir un mouvement ralenti. Et c'est ça le principe de la stroboscopie, c'est que vous créez une fausse image à partir d'un certain nombre d'images vraies, mais que vous n'avez pas vues. Mais ça aide quand même si c'est faux. Alors, dans la phonation normale, ça c'est un petit film qui avait été fait chez nous. Dans mon voix de tête. Ok, on va arrêter. Très grave. Arrêtez. Une voix forte maintenant. Et là, ça va pas. Alors, donc ici, un petit film donc, fait sur un patient lyonnais. Dans mon voix de tête. Chanteuse? Je crois, oui, je pense que c'est une chanteuse. Mais donc ici, ce qu'on voit, on regarde ce mouvement-là, et donc je vais vous montrer notre petit protocole stroboscopique. Vous avez déjà vu que quand on voit le film, les cordes ne se comportent pas de la même façon quand on est dans le grave, quand on est dans l'aigu, quand on est en voix faible ou voix modale, conversationnelle, et puis quand on fait plus fort. Alors, les principes, je vais vous l'expliquer. On a un petit papier dans mon bureau, vous pouvez toujours venir chercher, de petits protocoles de stroboscopie où on va cocher certaines choses. D'abord, l'ondulation de la muqueuse, ce mouvement de vague qu'on voit. Et l'ondulation muqueuse va être influencée par différentes choses que je vais vous montrer dans les dias qui suivent, notamment le sexe, la fréquence que le patient va utiliser. Vous aurez une ondulation muqueuse plus grande, je vais prendre la dia, c'est plus facile pour l'ondulation muqueuse. Vous aurez une ondulation muqueuse plus grande chez les hommes que chez les femmes, parce que ils ont un espace de Reinke plus épais en surface. Donc ils ont 5 dixièmes de millimètre au lieu de 3 dixièmes de millimètre. Ils utilisent en général une voix plus poitrinée, plus grave. Et à cause de cela, vous aurez automatiquement toujours une impression d'avoir une grande ondulation muqueuse chez les hommes et beaucoup plus faible chez les femmes. Quand on parle faiblement, l'ondulation muqueuse est petite. Et plus on va faire fort, plus l'ondulation muqueuse sera grande. Parce que le principe, c'est fermer plus les cordes, mettre plus de pression d'air. Et ce qui va faire un son plus fort, c'est une vague muqueuse plus grande. Et ce principe de la vague muqueuse plus grande pour les sons forts et vague muqueuse petite pour les sons faibles, mais ça explique aussi beaucoup de problèmes pathologiques. Chaque fois que vous avez une ondulation muqueuse déficitaire, vous avez des patients avec une voix faible, avec une voix qui ne porte pas. La laryngite, par exemple.
C'est tout sec, c'est tout rouge, c'est tout inflammatoire, et pas d'ondulation muqueuse, ils sont presque aphones ou voire totalement aphones pour la pathologie. Mais dans le comportement normal, les sons forts sont accompagnés d'une bonne grosse ondulation muqueuse. Le registre. Quand vous faites un son poitriné, on peut le remontrer sur le petit film de Lionel. Donc vous allez voir à un moment donné, il va demander plus aigu. Vous allez voir les cordes s'étirer. Vous allez regarder, l'ondulation muqueuse est petite. Et quand il va demander une voix grave à la fin du film, on va voir que les cordes se raccourcissent et bon, une grande ondulation muqueuse. Donc le registre fait que vous ne pouvez pas juger correctement votre ondulation muqueuse sur la voix de tête. Si vous faites la voix de tête et que la voix de tête, vous ne pouvez pas dire grand-chose sur l'ondulation muqueuse de la personne. De là la nécessité de faire, de lui faire plusieurs sons. La voix modale, voix de tête, pas tout à fait voix de tête. Maintenant, 612. Vous voyez un petit mouvement latéral, mais presque pas d'ondulation muqueuse. Voix grave. 150 Hz, vos cordes courtes, grande ondulation. Ça va? Donc ça, c'est des trucs qu'il faut faire régulièrement pour s'en rendre compte. La fréquence, oui, effectivement, plus on va monter en fréquence, plus on va augmenter la tension cordale quand on monte vraiment dans la voix modale haute et la voix de tête, et ça restreint aussi l'ondulation muqueuse. Alors le mouvement latéral, qu'est-ce que c'est? Vous avez le bord des deux cordes qui est sur la ligne médiane, puis le bord va s'écarter un petit peu. Alors c'est quelle ampleur? L'ampleur normale, c'est à peu près le tiers ou la moitié de la face supérieure de la corde. Ça, c'est un mouvement latéral qu'on doit considérer comme correct. On voit une déformation correspondant au tiers ou à la moitié supérieure de la face supérieure de la corde. Et évidemment, nous allons examiner la symétrie des cordes. Chaque fois que vous aurez une masse qui n'est pas la même des deux côtés, une rigidité qui n'est pas la même des deux côtés, ou une viscosité du tissu qui n'est pas la même des deux côtés, ça ne sera pas symétrique. Donc quand vous avez un gros truc sur la corde d'un côté et pas de l'autre, vous aurez moins de mouvement du côté massif par rapport à l'autre côté. Si vous avez un côté rigide, fatalement l'ondulation muqueuse diminue, l'autre côté restera souple. Donc ces choses-là influencent. Et plus le tissu est visqueux, évidemment aussi, plus l'ondulation muqueuse va se restreindre, et le mouvement latéral également. Alors la régularité, on a parfois l'impression que le son ne tient pas, parce que c'est un peu irrégulier. Quand on regarde, en fait on a l'impression, je vais vous montrer un petit film, que les cordes vibrent de façon instable, irrégulière. Et comment se fait-il qu'on peut avoir cela? Bien parce qu'on a un déficit de réglage entre la tension dans les cordes vocales et la pression d'air régulière qu'on va mettre en dessous. Donc c'est souvent une mauvaise coordination entre les deux, ou éventuellement des problèmes neurologiques sous-jacents. Quand vous avez une petite parésie discrète, très difficile à diagnostiquer, vous pouvez avoir des mouvements d'ouverture, de fermeture de vos cordes qui sont normaux, mais par contre, quand vous regardez en stroboscopie, il y a une asymétrie parfois flagrante entre les deux bords de cordes. Alors, la fermeture glottique, dans beaucoup de cours, beaucoup de congrès, beaucoup d'articles, il y a toujours ce dogme de la fermeture glottique. Il y a des congrès qui ont été intitulés « Closing the glottic gap ». Waouh, quel beau projet. Et en fait, dans beaucoup de sons que nous faisons naturellement, nous ne fermons pas complètement nos cordes. Les femmes ne ferment jamais très très bien leur larynx, on garde toujours une petite fuite à l'arrière, c'est très typique du sexe féminin, et les hommes ferment très bien au niveau des aryténoïdes. Et dans beaucoup de sons où nous devons gérer la pression d'air, on va laisser de la fuite. On va laisser de la fuite dans l'aigu. Les chanteurs professionnels ont l'habitude, quand ils veulent mettre moins de pression sur la partie vibrante, ils vont ouvrir un peu les aryténoïdes à l'arrière pour laisser passer de l'air là, pour qu'il y ait une espèce d'échappement et ne pas influencer trop. C'est très compliqué, mais la portion vibrante antérieure. Donc il est clair que dans certains cas, c'est évident que la fuite joue un rôle défavorable sur la qualité vocale, mais il faut manier ça avec beaucoup de prudence. Et je crois que c'est en
en voyant beaucoup de larynx, qu'on va finir par se forger, chacun d'entre nous, une idée sur « ah ben c'est bien fermé » ou « ça me paraît tout à fait pathologiquement mal fermé ». Et si vous vous rappelez mon petit cours d'il y a 2 semaines sur la physiologie de la phonation, je vous avais dit que la mise en position phonatoire optimale, c'est plutôt vers le versant légèrement hypophonique, donc avec seulement avec un déficit de fermeture léger du côté hypophonique. Donc la fuite n'est pas, ça ne doit pas être un dogme. Et donc il faut créer son expérience. C'est difficile de donner un avis péremptoire. Ça c'est fermé, ça ne l'est pas, ça c'est bon, ça n'est pas bon. Il faut un peu jongler avec tout cela. Alors je vais vous montrer ici une asymétrie liée à une masse excessive d'un côté. Super. Encore une fois. Alors là, il y a une grosse fuite aérienne aussi. Une espèce de gros polype horrible sur la corde gauche. Alors, il est clair que ça, on ne le louperait pas en fibroscopie non plus. Hein. Donc, pas besoin de l'astromo ni de l'épipharyngoscope pour le voir. Mais néanmoins, quand on a l'examen en épipharyngoscopie, on peut faire parfois la différence entre un papillome, un gros polype ou un kyste, qui se ressemblent parfois en fibro. Vous verrez un truc rouge-orangé, et ça pourrait être les 3 en fibro. Et donc, vous aurez plus de précision quand vous êtes en strobo. Alors ici, un petit film pour vous montrer une vibration asymétrique et irrégulière. Plus long. C'est une dame qui ne relève pas très bien son épiglotte, sa voix est trop grave. Bien, encore une fois. Donc là, on voit la vibration irrégulière, et c'est pas la même chose sur les 2 bords. Elles sont pas en phase. Donc il y en a une qui va vers la médiane, pendant que l'autre s'en écarte. Encore un peu plus fort. Plus long. Encore une fois. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame, à votre avis? Non? Je comprends pourquoi tu dis ça. On voit un petit creux, mais je dis non parce que la corde droite est trop souple. La vergeture, c'est très 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 rigide, il n'y aurait pratiquement aucun mouvement. Mais vous trouvez que le volume de la surface cordale est normal ou c'est plus épais que la moyenne? Oui, hein. Alors, donc je vous donne un indice, c'est une fumeuse. J'aurais dû le dire avant. Parce qu'évidemment, là, je joue avec vous parce que je ne vous donne pas le dossier et je ne vous dis pas, voilà, madame a tel âge, elle fume un paquet par jour. Donc, en fait, c'est une fumeuse avec un petit peu d'œdème, de type œdème de Ranke, mais tout débutant au niveau des 2 cordes. Avec donc une muqueuse qui est plus épaisse, plus laxe. Elle a une voix rauque, irrégulière et grave. On voit très bien ici. Vous voyez, ça va? C'est bon? Je peux passer? C'est temps gothique Très court, oui. Ils font parfois n'importe quoi. C'est vrai, ils font parfois n'importe quoi. Alors ici, j'ai mis asymétrie de face, mais je vais retrouver un petit peu... Longtemps. Attends. Voilà. Alors, les joies de l'astroboscopie, je le coupe, mais donc c'est Jérôme qui essaie de faire l'examen, et alors la patiente faisait n'importe quoi. Elle commençait et, puis elle le faisait dans son nez, ça faisait et... Alors à ce moment-là, quand elle met son voile en bas, il n'y a rien à faire, on perd complètement la vue sur l'astroboscopie, donc il faut leur demander de bien se tenir bien droit, pas trop en arrière, pas trop fermer la bouche, laisser la langue détendue, respirer calmement par la bouche. Ça, c'est le grand principe. Ok, gardez la tête bien droite, Rien ne va. Maintenant, c'est A. Je sens que vous Rien ne va rétractez non un peu plus. la tête. Ça commence à Voilà, c'est très bien. Avance juste un peu doucement. Regarde ton écran, regarde ton écran. Voilà. Alors, la seule chose
quoi, c'est un super examen, mais parfois on est fort embêté parce que les patients ne font pas du tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Hein. Il faut les rattraper tout le temps pendant qu'ils font leur truc. Alors ici, vous voyez la symétrie de phase. Il y a un bord qui se rapproche de la ligne médiane pendant que l'autre s'en écarte. Stop, stop. Alors d'abord vous reculez. Elle recule en fait. Et donc à ce moment-là, on perd la vue sur le larynx. Alors c'est une dame voilà, ici on voit bien cette espèce de mouvement de body hein, du plan glottique. Ne reculez pas, je vais finir par m'asseoir sur le logement. Parfois je leur dis ça pour leur faire peur. Mais donc c'est une dame qui a une maladie de base d'œuf qui vient en bilan pré-op thyro, qui a une asymétrie de phase que je vous montre mais que je n'explique pas. Donc c'est vrai qu'elle a ça, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'elle ne fume pas, elle a un peu fumé, je ne vois pas de trouble de mobilité, mais c'est la réalité qu'elle a une asymétrie de phase. Alors on verra après son intervention si on va retrouver le même aspect. Donc parfois je ne sais pas non plus tout expliquer sur les examens, mais il faut les noter. Donc c'est important aussi. Donc si par exemple ici c'était une asymétrie de phase, mais dans un bilan pré-op-thyro, si les arythénoïdes sont asymétriques, s'ils sont mal positionnés, c'est toutes choses qu'on doit noter avec beaucoup d'attention. Alors ça j'ai mis juste une dia sur la caméra ultra rapide parce que c'est évidemment quelque chose qui ne sera pas facilement accessible pour la plupart d'entre vous parce que ça coûte très cher et Rémi qui est en consul avec moi et Edouard qui est passé aussi longtemps en phoniatrie, c'est très bien que je n'en fais pas très souvent parce que déjà faire tout le reste des examens phoniatriques est déjà time consuming et que donc je réserve ça souvent à des cas un peu particuliers. Alors là, la caméra ultra rapide, c'est de mouvement en vrai. Donc, c'est-à-dire que la caméra capte un très grand nombre d'images par seconde. Ce n'est pas le mouvement illusoire de la stroboscopie. Et ça a un intérêt parce que ça nous a parfois permis de faire un diagnostic précis, notamment sur des asymétries de vibration que nous ne pouvions pas voir avec la stroboscopie et qu'on voyait parfaitement avec la caméra ultra rapide et en particulier dans des parésies à bas bruit. Alors l'ennui, c'est très massif comme appareil, c'est une lampe très puissante, je crois qu'il y a 300 watts, c'est chaud en bouche, donc il ne faut pas rester trop au contact de la base de l'angle, sinon on peut brûler le patient. C'est donc pas possible en fibro, mais ce qui est sympa, c'est qu'on a besoin d'une phonation très courte. Moins d'une seconde, on va déjà avoir des centaines d'images, des milliers d'images. On peut voir le début et la fin de la phonation et on peut voir tous les mouvements. On peut voir la lente mise en position d'adduction, on peut voir le mouvement, le début de la vibration, on peut voir la fin de la vibration, on peut voir le début du mouvement d'abduction. Enfin, c'est très sympa de pouvoir en bénéficier. Alors, j'ai voulu aussi vous mettre quelques petites dias sur l'électromyographie laryngée. Pourquoi ? Parce que je crois que dans certains cas, vous allez vous demander est-ce que ça aurait un intérêt d'envisager que le patient passe une électromyographie laryngée pour une pathologie que vous voyez en consultation. Alors, l'EMG des muscles laryngés, tous les muscles a priori peuvent être testés. Alors moi, globalement, je n'ai pas une expérience immense, j'en ai une petite sur l'électromyographie laryngée et je m'intéresse aux cricothyroïdiens et je m'intéresse aux muscles vocaux, aux thyroarythénoïdiens. Je ne suis pas capable de faire les cricoarythénoïdiens postérieurs, derrière le larynx, qui peuvent être atteints soit en passant à travers tout, en passant à travers la membrane cricothyroïdienne, et en passant à travers le cricoïde à l'arrière, c'est infaisable, ça, moi je crois. Par contre, ce que fait Myriam Cohen à Paris, elle tourne le larynx de force, elle prend l'aile thyroïdienne, elle le tourne sur le côté, de telle façon à ce qu'elle puisse piquer un petit peu derrière la paroi laryngée. Elle le fait très bien. Et ça, moi, je suis quand même assez admiratif qu'elle puisse faire cela. Alors, on le fait évidemment chez des patients totalement éveillés, qui n'ont aucune anesthésie locale, parce qu'il faut que leurs muscles travaillent correctement.
Et les caractéristiques IMG normales, c'est une potentielle d'unité motrice biphasique qui a à peu près 200 à 500 microvolts. Et le voltage en contraction maximale peut aller jusqu'à 1 à 1,5 millivolts. Les caractéristiques EMG normales, il va y avoir une activité insertionnelle, donc quand on va s'approcher du muscle, l'électrophysiologiste qui vous aide, on entend qu'on s'approche, et puis on augmente un peu l'activité en insérant notre aiguille dedans. Et en respiration calme, tous les muscles laryngés ont une activité phasique. Donc quand vous allez inspirer profondément, il y aura une petite bouffée d'activité musculaire qui est tout à fait normale. On va les activer aussi sur une inspiration forcée, sur le sniff. On pourrait les activer très fort sur le sniff. Alors pour le muscle vocal, évidemment, le plus simple, c'est une fois que vous êtes dedans, c'est de faire un son. Et normalement, on va activer la contraction du muscle vocal par l'émission d'un son, grave ou modal. Et par contre, pour le cricothyroïdien, on va demander une voix de tête. On va lui demander de faire pour pouvoir avoir une activation du CT. Alors, dans quel cas est-ce qu'on pourrait imaginer l'EMG ? C'est pour ceci. On a une corde qui est en position paramédiane, l'autre est normalement mobile et s'ouvre correctement en ventilation. Est-ce que c'est une atteinte articulaire ou est-ce que c'est une atteinte neurogène ? Alors, que peut-on penser de l'électromyographie ? Alors voici une patiente. Ah zut, le média n'est pas trouvé. Zut, dommage, parce que désolée, j'aurais bien voulu vous montrer le film. Et en fait, elle a une intubation, je vous raconte l'histoire, elle a une intubation prolongée de plus de 15 jours. Elle a des granulomes glottiques et sous-glottiques qui sont resséqués à 2 reprises. Elle a une dyspnée à l'effort physique léger. Elle a une voix faible avec une fréquence grave. Et quand on l'observe, on a des mouvements restreints des 2 cordes. Elles se rapprochent difficilement et elles s'écartent à peine. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, on a beaucoup d'arguments pour penser que c'est une séquelle d'intubation parce qu'on a les granulomes, parce qu'on a la notion d'intubation prolongée. Et quand on lui a fait son électromyographie laryngée, il était normal des 2 côtés. Alors, à contrario, vous auriez quelqu'un qui a une corde comme ceci, vous piquez votre aiguille dedans et vous avez une réponse EMG. Peut-être un peu faible, mais il y en a une. Eh bien, vous ne pouvez pas éliminer le problème de parésie par votre EMG en faisant ça. Parce que vous pouvez avoir une atteinte qui n'est pas du tout homogène dans l'endolarynx. Comme il y a un déficit d'abduction, c'est peut-être surtout le PCA qui est atteint et pas tellement le muscle vocal. Et surtout, l'immense majorité de nos atteintes motrices périphériques, ce ne sont pas des paralysies, ce sont des parésies, avec des atteintes motrices tout à fait partielles. Et donc, si vous ne tombez pas dans un endroit où vous avez avec certitude de la dénervation ou des potentiels polyphasiques de réinnervation, vous ne pouvez pas, parce que votre EMG est normal, dire que c'est une ankylose ou que ce n'est pas une paralysie. Donc, ce que vous pouvez tirer d'une électromyographie laryngée, c'est quand même pas si simple que cela. Donc, faire un diagnostic entre une atteinte ankylose articulaire et une atteinte motrice neurogène, dans certains cas, vous pourrez le faire parce que vous aurez une réponse EMG qui vous dit « oui, c'est neurogène ». Dans les autres cas, vous pouvez toujours avoir un doute si vous n'avez pas l'histoire clinique qui vous aide, intubation de 15 jours, des granulomes qui ont été resséqués à plusieurs reprises. Ce cas-là, par exemple, Eh bien, ce cas-là est très clair pour être une ankylose. Ankylose. Tout à fait. Parce qu'elle a une intubation prolongée, oui. 15 jours. Oui. Elle a eu des granulomes glottiques et sous-glottiques. D'accord. Alors un granulome, c'est quoi ? C'est une tentative de cicatrisation sur une plaie. Parce que le phénomène des intubations prolongées, en fait, c'est une création d'un escarre intralaryngé qui granule après et qui peut induire la fixation des articulations crico-aryténoïdiennes des 2 côtés.
Alors quand vous avez ces cordes vocales très très peu mobiles, hein, ça s'ouvre à peine, ça se ferme à peine, c'est très très raide, et que en plus vous avez le courage de lui faire passer un EMG et que l'EMG est normal, il n'y a pas photo, hein, c'est une ankylose et pas une paralysie, une atteinte motrice de mobilité plutôt d'origine neurogène. Mais l'ESCA, ça peut être aussi une ischémie des récurrents, en même temps que de faire un problème cicatriciel. Ça, moi, je n'y crois pas trop. Je ne l'ai jamais vu, moi, une lésion récurrentielle sur une intubation. C'est décrit dans les bouquins, hein, par la compression entre le ballonnet et le cricoïde. Je l'ai lu, comme vous, je ne l'ai jamais vu. Ou alors c'est moi qui me suis trompée. C'est possible aussi, hein. On n'est pas du tout infaillible. Donc Oui. pour vous, les lésions d'intubation, c'est plutôt articulaire. Oui. C'est-à-dire que pour avoir beaucoup travaillé dans le domaine des problèmes de mobilité post-stéroïdectomie, au tout début, il y a des années d'ici, où j'avais vu moins de gens, moins de patients, etc., les chirurgiens me disaient toujours, mais c'était pour se rassurer eux évidemment, hein, ben oui, c'est l'intubation, hein, qui fait ça, que la corde vocale est moins mobile après. Parce que les nerfs, je les ai vus, hein, je les ai bien vus, je ne les ai pas coupés. Et en fait, non, on le sait très bien maintenant que ce sont les lésions de stretching qui créent ça. Maintenant, des lésions post-intubation pour une anesthésie et une chirurgie planifiée, moi je pense que je n'en ai jamais vu, parce que je ne les vois évidemment pas le lendemain ou le surlendemain. Donc quand j'ai des problèmes de mobilité post-chirurgicale, classique, hein, thyro, carotide, chirurgie thoracique, œsophagectomie, etc., il est clair que c'est toujours des complications chirurgicales. Je ne dis pas qu'en théorie ça ne peut pas exister, et que là, effectivement, un EMG, si vous pouvez prouver qu'il n'y a pas moyen de léser le nerf récurrent par la chirurgie, parce que vous êtes loin de lui, je ne sais pas, on va dire, chirurgie au niveau d'un membre, que sais-je, enfin, et que vous avez un trouble de mobilité post-op avec une dysphonie immédiate le lendemain de l'intervention ou le soir, le patient ne sait plus parler, a une voix très 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 modifiée, il s'est passé quelque chose. J'ai eu quelques dossiers comme cela. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu des luxations crico-aryténoïdiennes, il y a eu des percussions de la face supérieure du plan glottique par le trocar ou le tube, parce que le patient fermait ses cordes au moment où on voulait l'intuber. Et je ne me souviens pas d'avoir eu peut-être un cas sur 30 ans, où c'était une lésion de type récurrentiel. Donc c'est rarissime, hein. Je crois vraiment que c'est rarissime. Et que donc dans les lésions de troubles de mobilité sévères, comme nous pouvons les voir, des gens qui ont traîné en réa sans trachéo pendant 2 mois avec un tube dans la gorge, on a essayé de les extuber parfois plusieurs fois, puis on doit les réintuber, puis finalement on les extube, ils arrivent parfois à la consultation avec une ankylose bilatérale, à cause de tout cela. De la pression, de la compression constante du ballonnet et du tube sur l'arc cricoïdien, sur l'articulation crico-aryténoïdienne, et ça induit un escarre et puis une cicatrisation fibrotique qui fixe l'articulation. Donc c'est vraiment rare, ça, moi je pense. Mais je l'ai lu aussi. Les lésions neurogènes, les lésions par atteinte récurrentielle, oui, comme demande Rémi, ça je crois que c'est vraiment très très rare. Oui. Est-ce que je peux juste revenir sur les... Pour les intubations prolongées, c'est pas rare du tout. Les lésions laryngées post-intubation, mais ça il y aura un cours là-dessus, hein, sur les problèmes d'intubation, mais ça sera au mois de janvier. Ouais. Mais ça c'est pas rare du tout. Hein. Ouais. Ouais. Mais juste pour LEG, est-ce que vous pouvez dire, parce que sauf si c'est normal, on peut dire. Ben oui. Si c'est normal. C'est normal, ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas neurogène. C'est pas neurogène. Donc c'est une espèce de processus d'élimination. Ouais, exactement. Ouais. Et si c'est. Donc, mais tu peux aussi avoir
comment dirais-je, des électromyographies laryngées. Parce que tu mets ton aiguille, mais tu ne sais pas te mettre comme tu veux. Hein. C'est compliqué à faire. Le patient, tu arrives à un endroit, tu ne peux pas tester 2 mm derrière, 2 mm devant, tu es mis comme tu peux. Et tu peux avoir donc des tracés qui ne sont pas franchement neurogènes. Tu as ce qu'on appelle un tracé un peu pauvre. Alors c'est peut-être toi qui es mal mis, tu es peut-être un petit peu trop loin, tu n'es pas bien positionné dans ton muscle. Et là, franchement, si tu n'as pas un signe neurogène franc, moi ça m'embête toujours un petit peu. Tu vois, j'hésite, je ne peux pas trancher, je ne peux pas dire c'est neurogène ou ça ne l'est pas. Ça pourrait aussi être neurogène, parce que je ne suis pas bien mise, ou que j'ai quand même un tracé pauvre, mais c'est plus embêtant. Donc ça peut parfois donner une réponse, mais ça peut aussi laisser planer un doute important. Et ce qui va donner encore plus de doute, c'est ça. C'est le pronostic de la récupération d'une atteinte neurogène périphérique. On pourrait se demander, je vais faire un EMG et je vais pouvoir dire au patient s'il va récupérer ou pas d'une paralysie récurrentielle dont on sait que c'est une paralysie récurrentielle. On n'a plus de doute quant au diagnostic entre atteinte articulaire et atteinte neurogène. Alors, c'est un gros sujet de débat, on discute souvent beaucoup entre nous, est-ce que vous le faites, est-ce que vous le faites, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment valable? Toujours est-il que ça n'a, je pense, une valeur pronostique que quand on l'a fait assez tôt, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois après l'installation de la paralysie récurrentielle ou de la parésie récurrentielle si on veut être plus exact. Pourquoi? Parce que au-delà de 6 mois et certainement au-delà d'1 an, on peut avoir toutes sortes d'EMG, y compris des EMG normaux et une corde vocale qui reste immobile. Donc on ne sait rien dire. Même si l'EMG est bon, même s'il y a de la réinnervation, oui, on est beau et que ça y a de la réinnervation et des potentiels polyphasiques, mais la corde elle est restée fixée en position paramédiane. Elle n'a pas récupéré son abduction. Et donc, c'est surtout dans les 6 premiers mois et surtout en faisant des EMG successifs, et j'espère que les films vont tourner. Je vais vous montrer une petite histoire vécue d'un patient. Et on va se baser sur quoi? Sur les mauvais signes, essentiellement. Si on a de la dénervation, avec des fibrillations ou des ondes lentes, eh bien, on va dire que le pronostic est beaucoup moins bon. Si vous avez un tant soit peu d'un peu d'activité active, d'activité spontanée, de bon potentiel que vous enregistrez, mais ça veut dire qu'a priori vous avez une atteinte partielle et que peut-être il y a des chances quand même de récupérer. Et alors normalement il faut réaliser des EMG successifs. Alors on va prier pour les films, oui il est là. Alors voilà une patiente née en 57, elle a une thyroïdectomie totale pour cloître multinodulaire, elle a un tirage, un stridor au réveil, et on l'examine, ça c'est l'examen 13 jours après l'intervention. On va remettre. Ne reculez pas. Respirez par la bouche, pas par le nez. Donc il n'y a presque rien qui bouge. Vous avez vu, elle est sidérée, dans une position proche de la ligne médiane, mais avec un écart quand même ici peut-être de 3 mm entre les deux cordes. On a parfois l'impression qu'il y a un micro-mouvement rétinoïdien. Et alors, ça je ne sais pas vous le montrer, mais il y avait une fermeture lente des cordes quand elle déglutisait. On voyait que ça se rapprochait un peu, elle faisait un effort. Et il n'y avait aucune abduction sur le sniff. Alors, elle avait, vous avez déjà entendu un peu savoir sur le film, alors ça c'est quand elle parle. Quand René périt, un chat esselé grogna fort. À cet instant, Vic sortit contempler le jour naissant. À midi, nerveux, il pensa au blé mondé de son maître et à tous ceux du pur roi David. Et puis, les larmes aux yeux, il lut tout Kafka. Alors ça c'est terrible parce que vous avez du stridor avec des reprises inspiratoires longues, lentes, bruyantes, qui est comme ça un peu soufflé, ne sait pas faire de son.
Et à la fin, vous voyez bien qu'elle commence à plus savoir y arriver du tout, parce qu'elle doit respirer tellement souvent qu'elle ne sait plus terminer son texte et qu'elle est épuisée. Alors ça, c'est des trucs qu'on voit souvent, hein. Enfin qu'on voit régulièrement, qu'on consulte. Il y a quelqu'un qui fait une thyroïdectomie, il descend, il est comme ça. Alors là, on a une espèce de sidération, mais de toute l'activité intralaryngée, aussi bien l'abduction que l'adduction. Vous avez un larynx complètement figé. Et ça, parfois, c'est des trucs qui vont récupérer en quelques jours. Il y a une espèce de, comment dirais-je, de fixation du mouvement qui est liée à une profonde atteinte neurapraxique, mais qui va pouvoir se lever parfois quelques jours après. Donc de là, l'intérêt du médrol, du réexamen quelques jours après. Alors, on suit notre petite patiente. Et comment Donc, elle arrive à parler là, alors que ça veut dire que ça bouge un peu quand même? c'est-à-dire que les deux cordes sont pas loin l'une de l'autre. Et donc, elle arrive quand même à faire ce son un peu comme ça, les voix un peu, va Ah, faire. c'est avec le reste. Elle arrive à mettre en vibration, mais sur un larynx un peu ouvert. Et c'est pour ça que tu as ce son lent, pardon, pas lent, ce son qui est soufflé, qui manque tout à fait d'éclat et de projection. Elle ne saurait pas crier, par exemple. Mais elle sait parler avec une intensité comme cela. Parce qu'elle a un rétrécissement laryngé, puisque ses cordes sont fixées dans cette position-là, mais elle ne sait pas avoir une voix normale parce qu'elle ne sait pas les mettre totalement en adduction complète. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit diplégie. Maintenant, moi je ne dirais plus diplégie parce que j'ai un peu vieilli, je dirais diparésie, hein, avec atteinte de l'ab et de l'abduction, ainsi que de la tension longitudinale. J'avais aucune élongation, aucun passage en voie de tête. Donc ça veut dire qu'a priori, je pourrais avoir des lésions dans les 4 nerfs, potentiellement. Et alors, on a fait un EMG, j'ai fait un EMG, et il y avait des fibrillations dans les 2 muscles vocaux et de rares potentiels d'action en phonation. Donc c'était pas bon du tout. Et alors j'avais en plus des fibrillations dans le CT gauche et j'avais un tracé uniquement normal à droite dans le CT droit. Donc j'avais un pronostic qui était quand même très réservé. Donc j'ai mis du médrol et de la vitamine B. Et puis 6 semaines après thyroïdectomie, pas de modification de l'examen laryngé, c'est le même à peu près que celui que je vous ai montré là au début. J'ai une petite amélioration vocale et je refais un EMG. Et l'activité, j'obtiens toujours de la dénervation à gauche et une activité volontaire faible dans le muscle vocal droit. Ça va un peu mieux à droite. Et la voix de tête est possible, et alors pour lui éviter les picouses, j'ai pas retesté les CT, j'aurais peut-être dû, hein, pour vous le prouver, mais voilà la voix. Péri. Quand René périt, un chat isolé grogna fort. À cet instant, C'est nul. Vic sortit contempler le jour naissant. À midi, Il n'y a pas de nerveux, stridor, il pensa au blé mondé de son c'est un maître peu faible. et un à peu tous ceux comme du ça. pur roi David. Et puis les larmes aux yeux, il eut tout Kafka. Alors ici, on respire longtemps parce que on a du mal quand même à faire entrer l'air entre les 2 cordes. Alors 5 mois après, oui, Elle ne faisait pas de fausse route. non. Alors 5 mois après thyroïdectomie, c'était ça? Oui, j'ai pas changé de dire. Voilà, elle a récupéré un mouvement d'abduction à gauche Elles ne savent que respirer. qui n'est pas, je pense, moi, tout à fait complet. On va le repasser. Désolée, le son n'est pas corrélé à l'image. Vous voyez, l'abduction est présente, mais pourrait faire mieux à gauche. C'est pas une abduction, je trouve, tout à fait normale. Et alors, donc je fais un EMG, et là, on a de la réinnervation dans le droit qui ne bouge pas, avec des potentiels de réinnervation polyphasique et une voix qui est encore Alors, 7 mois après, elle a une voix normale, elle a plus de dyspnée. Et elle n'a toujours pas récupéré le droit. Donc sa chance, quand on a une diplégie ou une diparésie comme ça, rapide, hein, post-thyro, il faut prier pour qu'il récupère au moins un côté, pour n'être pas précipité dans des problèmes de la... Voilà.
Bon, les voix, ça va, vous l'avez entendu, c'est bon. Donc en fait, dans ce cas-ci, on avait une récupération EMG qui précédait la récupération clinique. Et alors, étrangement, j'ai une récupération entre guillemets complète, c'est-à-dire que j'ai quand même au moins récupéré de l'abduction à gauche, qui était pourtant le plus mauvais au départ. Mais pourquoi? Parce que j'avais testé le muscle vocal gauche, je n'ai pas testé mon PC à gauche. Et comme on sait très bien que, ce sera le sujet de prochain cours, hein, que la répartition des neurones intralaryngés et de l'impact qu'une lésion peut avoir du récurrent sur ceux-ci peut être extrêmement mal réparti. Ça peut être beaucoup plus dans le PCA que dans le muscle vocal, ou inversement, en fonction de comment la lésion se crée. Alors ici, mais ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu, it's a little treat, comme disent les Américains. C'était juste pour finir ma présentation, parce que j'arrête de vous embêter. Oh God. What am I doing here? Vous l'avez déjà vu? My lips are my lips, and my lips are climbing walls, 'cause my lips would like to meet yours. My lips are my lips, and if I could just keep them to myself, I wouldn't have to worry about anybody else. But they keep whining and dining me to you. Keep saying I should be introduced to you, or married to you. You know when it's springtime and all you want to do is kiss. You know that springtime brings an aching to my lips. But they keep whining and dining me to you. Keep saying I should be introduced to you, or married to you. So my lips are my lips, and my lips are climbing walls, 'cause my lips are dying to meet yours. Voilà. Alors, c'était un lointain cousin, John Fink, qui avait fait ce film. Hein. Attention. Hein. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Voilà. Mais moi là, il y a un truc. Merci à vous. Pour moi, le hypothyroïdien, c'était un muscle unique. Et là, vous dites qu'il y a un droit et un gauche. Le CT, Ouais. gauche et droit. Il y a un gauche et un droit. Je le jure. Ouais, d'accord. Moi, dans les bouquins, j'ai déjà vu c'était un muscle unique. Non. Intra-arythmie. Interarythmédien. Ouais. Tu as un gauche et un droit. Je l'ai vu dans des bouquins. C'est un bouquin français. C'est pas gentil. Il dit que c'est le seul muscle unique du corps, enfin, qu'il y avait même des arguments pour ça. À Liège, nous en avons toujours trouvé deux. Hein. J'ai lu une fois, je ne suis pas sûr, je me souviens quelque chose avec LEMG. Il y avait une question, je veux chercher, je vais vous envoyer un document. Aïe, aïe, aïe. Il y a une question, quelque chose comme oui, si le patient a une fausse route. Oui. C'est une question d'un bouquin américain. Oui, pour l'équivalence. Oui, c'est juste comme ça. Si le patient a fausse route, il y a par ici
duction par médian, par exemple. Paramédian, oui. Et le patient fait une fausse route et le médecin avait fait un LEMG qui avait montré de fibrillation. Qu'est-ce que tu ferais? Et parmi les questions, apparemment, la réponse était tu dois faire des injections de graisse ou acide hyaluronique Ouais. pour éviter les fausses routes. C'est vrai ou Oui, ça peut. Ouais. Mais paramédian, ça m'étonne un petit peu parce que souvent, bon, on peut avoir des fausses routes parce qu'il y a des troubles de sensibilité par atteinte de la branche sensitive du nerf laryngé sup. Mais surtout, tu as un retard de fermeture. Comment? Oui, oui. Voilà, il faut venir en cours, voir les films, voilà. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que tu as un retard de fermeture et pouf, tu auras une fausse route parce qu'il ne va pas assez vite pour faire son mouvement d'adduction. Et donc, ça sera pire si tu as une corde vocale qui est plus éloignée de la ligne médiane, position intermédiaire, voire carrément latérale, où là, ils peuvent vraiment être en grande difficulté. Et ça, c'est souvent des atteintes vagales hautes, plus que des atteintes plus périphériques, plus proches du larynx. Mais oui, et alors... Et vous avez par exemple, vous-même, vous avez jamais des patients qui ont fait des injections d'acide hyaluronique pour les fausses routes. Oui, je l'ai fait. Oui. Oui. Donc ça existe comme... Ah oui, mais par exemple, pour dire que la médecine n'est jamais quelque chose de simple, j'ai vu un patient qui a eu une chirurgie, qu'est-ce que c'était? Thoracique, un anévrisme aortique, et il a une parésie gauche, comme de juste. Et il a des fausses routes importantes, et il a des grosses difficultés à parler, mais il a des fausses routes très importantes. Donc je me dépêche, je mets le patient au programme, je pense, la semaine d'après, acide hyaluronique dans sa corde gauche, et effectivement ça s'améliore. Il rentre chez lui, il est content, il sait manger, il doit faire un peu attention, mais ça va, il a beaucoup moins de fausses routes et sa voix est améliorée. Et puis, il me reconsulte quelques semaines après, sa femme est toute dépitée, me dit écoutez, ça va pas du tout, il va beaucoup moins bien, les fausses routes recommencent. Et misère de misère, il avait non seulement sa parésie laryngée post-chirurgie thoracique, et il avait une SLA galopante. Une SLA, une maladie de Charcot. Charcot disease. Oui. C'est la sclérose latérale amyotrophique. Lateral amyotrophic sclerosis. Et probablement d'origine toxique parce que c'était un peintre en bâtiment. Oui. Et le neuro pense que c'est... J'ai jamais vu moi ça. Et donc, il est arrivé au centre de revalidation au départ pour son problème chirurgical, son passage en réa, sa démusculation, ses fausses routes. Et puis, ils ont vu l'altération au niveau des mains, la main de singe. Ils avaient des fasciculations au niveau lingual que moi, je n'avais jamais vu quand il était venu en consultation. Donc, comme quoi, parfois, on peut avoir des cas... avec plusieurs pathologies en même temps, mais ça c'était un truc affreux. Et moi j'avais prévu, parce que je ne l'avais pas revu, oui c'est ça qui s'est passé. Sa femme me téléphone en me disant écoutez ça commence déjà à ne pas aller, et je m'étais grouillée pour lui remettre de la graisse autologue alors ultérieurement. Et puis la neuro du centre de revalidation m'a téléphoné en me disant écoutez non, je dis pas non, ça sert à rien, on va pas l'aider en lui mettant de la graisse sur une SLA, quoi. À mon avis, le pauvre monsieur, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais c'est un cas récent, tout à fait récent, vécu tout à fait récent. Et pour ce genre de médialisation en urgence d'un point de vue fonctionnel, vous attendez quoi, 3 mois minimum? Non, pas si long. Même pas. On peut le faire un mois après. Et pas l'EMG ou quelque chose. Un mois. Je ne le ferai pas à 15 jours. J'attendrai. Parce que là, je sais que, allez, 4-6 semaines, ça, j'attendrai au moins ça, peut-être 2 mois. Mais je ne me mettrai pas de barrière infranchissable parce que même un grand professionnel qui aurait vraiment besoin de sa voix et qu'on est très près de l'intervention, tu ne fais jamais rien de mal en les médialisant temporairement.
Et je n'ai pas fini de lire l'article, mais Lionel m'a passé un article il y a quelques jours qui va être publié dans Laryngoscope, où ils ont fait une étude, c'était peut-être là Rémi quand on en a parlé, où ils comparaient les graisses aux médialisations par implant, par voie externe, et en fait c'est aussi bon l'un que l'autre. Hein. Le thyroplastie donc. Ouais. Et je suis sûre que la graisse autologue reste, hein, je vous en reparlerai dans les cours suivants, mais j'ai réinjecté récemment un de mes patients que j'ai vu cet après-midi, je l'avais injecté à gauche sur une parésie, avec un bon résultat. Je l'ai réinjecté un an après, c'est-à-dire maintenant, à droite, parce qu'il avait une atrophie cordale, et j'ai revérifié la gauche. Eh bien, la gauche était toujours gonflée, et il y avait toujours de la graisse dedans. Hein. J'en ai remis un petit peu, parce que j'étais là et que j'allais faire l'autre côté pour un problème d'atrophie, mais c'est sûr que ça reste. Hein. On implante des cellules graisseuses dans la corde. Oui. Pour le reste, il faut qu'on finisse l'étude sur nos graisses autologues pour voir un peu l'effet où l'on court. Voilà. Donc l'EMG, quoi en penser finalement? Mais moi j'ai des doutes. Parce que c'est normal, que ce soit normal ou anormal. Ben voilà, c'est fort on décevant. pas vraiment de value, quoi. Ouais, c'est quand même fort décevant. Maintenant. Oui, voilà. Alors c'est l'ADIA qui me manquait. Merci Rémi. Et c'est parce que j'ai enregistré sur mon disque et plus sur l'ordi. Là où c'est important, c'est plutôt le point de vue médico-légal aussi, et d'affirmer à quelqu'un qu'il a bien une lésion, c'est l'atteinte unique de l'un ou des deux cricothyroïdiens post-thyroïdectomie. Ça, c'est la preuve absolue, parce que avoir une preuve absolue simplement en vidéostroboscopie, certainement non, et la voix, oui, mais vous ne pourrez jamais mettre votre main dans le feu en jurant que c'est une atteinte du CT post-thyro. Donc là, c'est sûr qu'il faut le faire, si on veut prouver que c'est bien ça, parce que, d'autre part, il faut pouvoir conseiller les patients. C'est des gens où la rééducation orthophonique ne marche absolument pas, donc il ne faut pas les envoyer faire 6 mois d'orthophonie pour un truc qui ne peut pas répondre à ce type de traitement. Merci de m'avoir rappelé ça, parce que c'est l'IA qui me manque. C'est l'intérêt de l'EMG, c'est quand même de prouver l'atteinte du CT, d'une nerf laryngée supérieure. Mais pour le pronostic de récupération des parésies, je suis très dubitative, parce que on sait que la plupart du temps, ce sont des atteintes partielles, qui vont toujours être différentes d'un sujet à l'autre en fonction du type de l'atteinte et de la répartition des neurones, des axones moteurs dans la répartition finale tout à fait périphérique et intralaryngée. C'est pas obligatoire. Mais là, vous ne ferez c'est jamais. que en détection, c'est pas une stimulation détection. C'est en détection. Voilà, en détection, Oui. il n'y a pas de stimulation. Non. On ne peut pas faire stimulation détection. C'est trop fort, enfin c'est impossible. Oui, moi je ne l'ai jamais fait en tout cas. Oui. Et pour le Spasmodique, on en parlera dans un cours prochain. D'accord. Ça va? Ouais. Parce que ça c'est long comme sujet. Merci. Voilà. Donc le fausse route et surtout brut. S'il y a parce que parfois j'ai des patients, ils demandent par exemple une fausse route. Est-ce qu'ils doivent faire un test fausse route, d'accord? Ah oui. Tu vois qu'il y a par exemple une parésie